L'été 1991, un jour ordinaire s'est transformé en cauchemar inoubliable. Une jeune fille a disparu sans laisser de traces dans son quartier, enlevée d'une manière qui a choqué toute sa communauté. Pendant près de 2 décennies, son sort est resté un mystère obsédant. Les familles priaient, les enquêteurs cherchaient, mais les réponses se refusaient à venir. Puis après 18 ans de silence, une découverte bouleversante a tout changé. Ce qui a été trouvé allait réécrire l'histoire et choquer le monde entier. Voici une histoire que vous ne croirez peut-être pas, mais que vous devez entendre. Nous étions le 10 juin 1991, et l'air portait la promesse vivifiante des vacances d'été. Gisèle Dugard, âgée de 11 ans, avait enfilé sa tenue préférée, un ensemble entièrement rose, des pieds à la tête. Le rose, c'était sa couleur, celle qui lui donnait confiance en elle et la rendait heureuse. Sa mère, Terry, était déjà partie travailler à l'imprimerie, laissant JC se rendre seule à l'arrêt du bus scolaire, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. La maison avait une atmosphère différente ce matin-là, bien que personne n'aurait pu deviner pourquoi. Karl Proin, son beau-père, l'observait depuis la fenêtre, pendant qu'elle montait la colline à contresens de la circulation. Ses vêtements roses formaient une tache vive sur le paysage montagneux. Myers était censé être une ville sûre. C'est pour cela que Terry avait déménagé sa famille ici depuis le comté de Los Angeles, pour fuir les dangers de la vie urbaine. Cette communauté rurale au sud du lac Tahoe semblait être l'endroit parfait pour élever des enfants. Un endroit où les voisins se connaissaient et où les enfants pouvaient marcher jusqu'à l'école sans peur. Mais la sécurité est souvent une illusion. JC avait atteint la moitié de la colline lorsqu'elle remarqua une voiture grise. Elle ralentissait en s'approchant d'elle, mais elle n'y prêta pas attention. Les conducteurs s'arrêtaient, souvent pour demander leur chemin dans cette petite communauté montagnarde. Elle était une enfant serviable, du genre à indiquer aux touristes la direction du lac ou la station-service la plus proche. La voiture se rangea à sa hauteur et par la vitre baissée, elle pouvait voir le conducteur distinctement. Il semblait tout à fait ordinaire, d'âge moyen, sans particularité. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'appareil qu'il tenait en main, celui qui allait tout changer en un instant. Depuis la maison, Karl Proin vit quelque chose qui le hanterait pour toujours. Il vit la voiture grise faire demi-tour à l'arrêt de bus où JC attendait. Il aperçut des mouvements frénétiques à l'intérieur du véhicule. Il vit sa belle-fille être forcée à monter dans la voiture. Karl sauta sur son vélo et pédala furieusement pour les rattraper, le cœur battant de terreur et de désespoir. Mais un vélo ne pouvait rivaliser avec une voiture. En quelques instants, le véhicule gris disparut sur les routes sinueuses de la montagne, emportant JC dans un cauchemar qui allait durer 18 ans. Le bus scolaire arriva à l'heure habituelle. Mais JC n'était pas là. Ses camarades, qui avaient également assisté à l'enlèvement, ne purent qu'observer, choqués, tandis que le conducteur attendait quelques minutes, puis repartait. La fillette en rose qui aurait dû rire avec ses amis entamait plutôt un voyage dans les ténèbres qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mais que s'était-il réellement passé à cet instant crucial? Qui était au volant de cette voiture grise? Et pourquoi avait-il choisi JC? Le conducteur de la voiture grise s'appelait Philip Craig Garrido, un homme de 40 ans dont la vie avait été une descente continue dans l'ombre. Né à Pittsburgh, en Californie, en 1951, Philip avait autrefois été décrit par son père comme un bon garçon. Mais un accident de moto durant son adolescence avait tout changé, le menant sur un chemin de toxicomanie et de comportements de plus en plus troublants. Ce que JC ne pouvait pas savoir en s'approchant de cette voiture, c'est qu'elle avait affaire à un kidnappeur et violeur condamné. 15 ans plus tôt, en 1976, Philippe avait commis un crime horrible qui aurait dû le maintenir enfermé à vie. Il avait enlevé Catherine Callaway, une femme de 25 ans, à South Lake Tahoe, exactement dans la même région où JC vivait maintenant. Les parallèles étaient glaçants. Philippe avait conduit Catherine dans un entrepôt à Reno, dans le Nevada, où il l'avait retenue plus de 5 heures, lui infligeant des atrocités indescriptibles. Seule la chance, un policier qui avait remarqué sa voiture et avait décidé d'enquêter, avait permis de sauver la vie de Catherine. Philippe avait été condamné à 50 ans de prison fédérale, mais le système judiciaire avait failli. Malgré sa lourde peine, il avait été libéré après seulement 11 ans. Il vivait alors en liberté conditionnelle à Antioch, en Californie,
avec sa femme Nancy, une femme qu'il avait rencontrée en prison. Nancy Bonegra rendait visite à son oncle, un autre détenu, lorsqu'elle avait croisé Philippe. Leur relation derrière les barreaux s'était transformée en mariage en 1981, une union fondée sur la manipulation et les ténèbres partagées. Le couple vivait chez la mère âgée de Philippe, atteinte de démence. En tant que libéré conditionnel, Philippe portait un bracelet de surveillance GPS et recevait régulièrement la visite d'agents de probation. Sur le papier, il était surveillé. En réalité, il préparait son prochain crime. Dans la voiture grise ce matin-là, alors que JC marchait sans se douter de rien, Nancy Garrido était assise sur le siège passager. Le couple n'était pas en quête de direction, mais d'une victime. Ils avaient choisi soigneusement leur emplacement. Ils étaient revenus dans la même zone où Philippe avait déjà kidnappé autrefois. Au moment où JC s'approcha de la voiture, Philippe frappa. L'appareil dans sa main était un pistolet paralysant qu'il utilisa sans hésiter. JC s'effondra, inconsciente, son petit corps s'écroulant alors que 50 000 volts la traversaient. Nancy traîna aussitôt l'enfant inconsciente dans la voiture, lui arrachant ses vêtements, ne laissant que la petite bague en forme de papillon qu'elle portait. Tandis que Karl Proin pédalait désespérément derrière eux, la voiture grise filait déjà sur l'autoroute. À l'intérieur, Nancy couvrait l'enfant d'une couverture, tandis que Philippe conduisait avec la détermination glaciale d'un homme qui avait déjà fait cela. Les 3 heures de route jusqu'à Antioche laissèrent à JC le temps de dériver entre conscience et inconscience. Les seuls mots qu'elle prononça pendant tout le trajet furent une supplique empreinte d'innocence et de désespoir. Ses parents ne pourraient pas payer de rançon. Mais il ne s'agissait pas d'argent. C'était quelque chose de bien plus sinistre. Ce que JC ignorait, c'est qu'elle allait être emmenée dans une maison de l'horreur, un lieu où la réalité serait déformée au-delà du concevable. La propriété située au 1554, Walnut Avenue à Antioche, semblait ordinaire vue de la rue. Mais derrière la maison se cachait un monde secret qui allait devenir sa prison pour les 18 années à venir. La maison des Garrido à Antioche paraissait normale pour quiconque passait devant. Une maison modeste, située dans une zone non incorporée, entourée d'autres habitations typiques de banlieue. Mais les apparences sont trompeuses. Et derrière la maison principale, un monde caché avait été soigneusement bâti. Lorsque la voiture grise se gara dans l'allée, JC était toujours recouverte par la couverture, à peine consciente à cause du choc électrique. Nancy et Philippe la portèrent jusque dans l'arrière-cour, qu'ils avaient passé des mois à préparer pour ce moment. Ce qu'ils avaient construit, c'était une prison déguisée en campement de fortune. L'arrière-cour était divisée en 2 zones. L'avant ressemblait à n'importe quel espace de banlieue, où les voisins pouvaient parfois entrevoir les Garrido dans leur routine quotidienne. Mais l'arrière, lui, était caché à la vue, accessible uniquement par un passage étroit dissimulé derrière des arbres et des bâches. Dans cette zone secrète, Philippe avait érigé une série de structures de fortune, des tentes délabrées, de petits cabanons et des abris rudimentaires. Ce serait le monde de JC pour près de 2 décennies. Un hangar avait été spécialement préparé pour ce jour. Petit, exigu et insonorisé pour empêcher toute fuite de cris, Philippe y traîna l'enfant à peine consciente et verrouilla la porte avec un lourd loquet. Il lui parla des Dobermans censés patrouiller les lieux, dressés à attaquer quiconque tenterait de s'échapper. En réalité, ces chiens n'existaient pas, mais G n'avait aucun moyen de savoir que ce n'était qu'un mensonge de plus dans une longue série de tromperies. Le hangar devint l'univers entier de G. Il ne contenait qu'un seau pour ses besoins, un mince matelas et presque rien d'autre. Menottée, nue et terrifiée, elle ne recevait la visite que de Philippe, qui lui apportait parfois de la nourriture rapide et engageait des conversations décousues sur la religion et sa vision déformée du monde. La première semaine, Jassy resta enchaînée et désorientée. Elle ignorait où elle était et ce qu'il était advenu de sa vie d'avant. La fillette de 11 ans qui avait gravi cette colline vêtue de rose avait disparu, remplacée par une enfant terrifiée, incapable de comprendre pourquoi cela lui arrivait. Mais le pire était à venir. 7 jours après l'enlèvement, Philippe entra dans le hangar avec une intention différente. Ce qui suivit marqua le début d'un cauchemar qui durerait des années. Les détails sont trop troublants pour être racontés en entier. Mais ce fut la première fois qu'il abusa d'elle, initiant un cycle de violence qui se poursuivrait tout au long de sa captivité.
Au fil des semaines et des mois, le hangar devint moins une prison qu'un foyer dénaturé. Philippe finit par déplacer G dans un espace légèrement plus grand, l'enchaînant à un lit. Il disparaissait parfois pendant des jours pour ce qu'il appelait des virées, à des épisodes de consommation de méthamphétamine qui le rendaient paranoïaque et violent. Sous l'emprise de la drogue, Philippe forçait G à participer à ses délires. Il prétendait entendre des voix dans les murs et affirmait qu'elles lui avaient été envoyées par des anges démons pour résoudre ses problèmes sexuels. Il alternait entre des excuses sanglotantes et des menaces de la vendre à des gens qui l'enfermeraient dans une cage. La manipulation psychologique était aussi dévastatrice que les violences physiques. Philippe se présentait à la fois comme son sauveur et son bourreau, créant une dépendance malsaine qui rendait toute évasion inconcevable, même lorsque l'occasion se présentait. Mais Jacy n'était pas tout à fait seule dans ce cauchemar. 7 mois après son enlèvement, elle rencontra l'autre moitié de ce partenariat monstrueux. Nancy Garrido, la femme qui avait aidé à orchestrer son kidnapping et jouerait un rôle crucial dans son enfermement. Nancy entra dans la vie de J comme une fée marraine perverse, apportant des peluches et du lait au chocolat. Mais son apparition ne signifiait pas le salut, seulement une nouvelle forme de torture psychologique. Loin d'être une complice réticente, Nancy participait activement au crime de Philippe, motivée par sa jalousie et un sentiment de possession maladif. Lorsqu'elle rencontra Jacy pour la première fois, Nancy oscillait entre une fausse tendresse maternelle et une froide cruauté, instaurant une dynamique confuse qui définirait leur relation pendant des années. Cette femme, qui travaillait le jour comme aide-soignante, devint la deuxième geôlière de G la nuit venue. Nancy ne voyait pas l'enfant comme une victime à plaindre, mais comme une rivale pour l'attention de Philippe. Elle reprochait à G d'avoir brisé leur mariage, comme si une fillette de 11 ans avait choisi cette situation. Ces manipulations, bien que plus subtiles, étaient tout aussi destructrices. Elle noyait Jacy de fausses gentillesses avant de les retirer sans préavis, ou feignait de s'inquiéter pour elle, tout en maintenant les conditions de son emprisonnement. Lorsque Philippe fut brièvement incarcéré pour un test de drogue positif, Nancy prit sans difficulté le rôle de gardienne principale. Elle prouva qu'elle maîtrisait aussi bien l'emprise psychologique qui maintenait Jacy piégé, démontrant que cette captivité n'était pas l'obsession d'un seul homme, mais le fruit d'une folie partagée entre deux individus profondément perturbés. Alors que G grandissait en captivité, passant de l'enfance à l'adolescence, les Garrido échafaudèrent des mensonges de plus en plus élaborés. Ils dirent aux voisins qu'elle était une parente, expliquant ainsi sa présence lorsqu'on l'apercevait dans le jardin. La propriété elle-même devint plus sécurisée avec le temps. Philippe construisit une clôture de 2,5 mètres autour du jardin et ajouta des barrières pour dissimuler leur monde secret. Il installa une tente où G pouvait passer du temps dehors, son premier contact avec l'air libre depuis son enlèvement. Mais ces rares libertés avaient un coût psychologique dévastateur. Les Garrido offraient parfois des chatons à G, lui permettant d'éprouver de brefs moments de joie. Puis, sans avertissement, les animaux disparaissaient mystérieusement, la laissant anéantie et plus isolée que jamais. La manipulation la plus cruelle survint lorsque Philippe découvrit que G tenait un journal sur les chatons. Elle y avait écrit son vrai nom, Jacy, la première fois qu'elle utilisait son identité depuis des années. Il la força à arracher la page, effaçant symboliquement son identité. Elle ne prononcerait plus son vrai nom avant 18 ans. La prison psychologique était désormais complète. Jacy avait été dépouillée non seulement de sa liberté, mais de son identité même. Elle n'était plus Jacy Lee Dugard, la fillette de 11 ans qui adorait le rose et se réjouissait d'une sortie scolaire. Elle n'était plus que ce que les Garrido voulaient qu'elle soit. Pourtant, l'esprit humain a une capacité remarquable à survivre. Et Jacy allait découvrir une force insoupçonnée en elle, car son épreuve la plus difficile approchait. 3 ans après le début de sa captivité, son corps commença à changer d'une manière qu'aucune adolescente de 14 ans ne devrait subir seule. Les Garrido s'en aperçurent avant elle. Elle portait les conséquences des violences répétées de Philippe. Le dimanche de Pâques 1994 marqua un tournant. Pour la première fois depuis son enlèvement, les Garrido lui servirent un vrai repas au lieu de fast-food. Un geste anodin, mais lourd de sens. Ils se préparaient pour quelque chose. Lorsqu'ils lui annoncèrent qu'elle était enceinte,
Le monde de G bascula une fois de plus. À 13 ans, elle savait vaguement le lien entre sexe et grossesse grâce à la télévision, mais rien ne l'avait préparée à cette réalité. La réaction des Garrido révéla l'étendue de leur folie. Plutôt que de considérer cela comme une preuve de leur crime, ils le traitèrent comme un événement béni. Philippe prétendit que c'était la volonté de Dieu. Quant à Nancy, elle y vit l'occasion d'enfin obtenir la famille dont elle avait toujours rêvé. De son côté, Jassy passa les mois de sa grossesse à regarder des émissions télévisées sur l'accouchement, tentant de se préparer à une épreuve qu'aucune adolescente ne devrait affronter seule. Elle n'avait aucun accès aux soins médicaux, aucun complément prénatal, aucun suivi professionnel pour sa santé ou celle du bébé. Elle était entièrement dépendante de la version tordue de soins qu'offraient ses ravisseurs. Le 18 août 1994, à 14 ans, Jassy donna naissance à sa première fille dans la cour arrière du domaine. L'accouchement eut lieu dans l'une des bâtisses improvisées, avec Nancy pour seule sage-femme. C'était un instant qui aurait dû être joyeux, mais il fut assombri par les circonstances de sa détention. L'arrivée du bébé bouleversa la dynamique du foyer. Les abus sexuels de Philippe envers Jassy devinrent moins fréquents, sans pour autant cesser totalement. Il prétendit avoir été transformé par la paternité, mais ses actes révélèrent le contraire. Il continuait à s'imposer à G lorsqu'il était sous l'emprise de la drogue, montrant que son réveil spirituel n'était qu'une façade de plus. 3 ans plus tard, alors que Jassy avait 17 ans, elle mit au monde sa deuxième fille le 13 novembre 1997. Cet événement mit fin aux abus sexuels de Philippe sur J, non pas parce qu'il avait retrouvé la morale, mais parce qu'il avait trouvé d'autres moyens de la contrôler et de la manipuler. Les 2 enfants devinrent à la fois la plus grande joie de J et ses chaînes les plus solides. Comment s'échapper avec 2 jeunes enfants? Comment les mettre en danger? Les Geredo avaient un peu conçu le piège parfait, transformant l'amour maternel de J en une nouvelle forme d'emprisonnement. Pourtant, les enfants lui redonnèrent aussi un but. Elle s'efforça de les protéger, puisant dans ce qu'elle avait appris à la télévision pour les élever, créant un îlot d'amour et de stabilité au cœur de l'horreur. Les Guerredo poursuivirent leur manipulation psychologique en contraignant J à se présenter comme la grande sœur plutôt que comme la mère. Nancy exigeait qu'on l'appelle maman, reléguant Jassy au rôle de sœur aînée, une fiction qu'ils maintinrent des années durant, même lors de leur rare contact avec l'extérieur. À leurs yeux, ce mode de vie était normal. Philippe était le père, Nancy la mère et Jassy la sœur responsable. Pendant ce temps, le monde extérieur n'avait jamais cessé de la chercher. La disparition de Jassy Lee Duggar était devenue l'une des affaires de personnes disparues les plus médiatisées de Californie. Quelques heures après l'enlèvement, les médias locaux et nationaux affluèrent vers la petite communauté de Meyers. L'image de la fillette en rose fut diffusée à la télévision et son histoire présentée dans l'émission America's Most Wanted seulement 4 jours après sa disparition. Terry Probyn, la mère de JC, créa l'organisation JC's Hope pour coordonner bénévoles et levées de fonds. La ville de Myers se couvrit de rubans roses, la couleur préférée de JC, en signe d'espoir pour son retour. Des dizaines de milliers de tracts furent distribués à travers les États-Unis et des cassettes chansons, des t-shirts, des sweats et des badges à l'effigie de J.C. Lee furent vendus afin de financer la recherche. Le National Center for Missing and Exploited Children et Child Quest International se joignirent également à l'effort, mobilisant des ressources nationales pour l'enquête. Malgré cette mobilisation, l'enquête fut marquée par de fausses pistes et des occasions manquées. Les soupçons se portèrent d'abord sur le beau-père de J.C., Carl Probyn, et sur son père biologique, Ken Slayton. Probyn, qui avait été témoin de l'enlèvement, fut soumis à des tests de polygraphe et à un examen approfondi. Slayton, qui ignorait jusqu'alors que J.C. existait, fut également interrogé. Tous deux furent finalement blanchis, mais un temps précieux fut perdu. Des années s'écoulèrent sans piste fiable, et la pression pesant sur la famille de J lui coûta l'éclatement du mariage de Terry et Carl. Mais le plus tragique restait les multiples fois où les autorités furent à 2 doigts de mettre fin à son calvaire. En avril 1992, moins d'1 an après l'enlèvement, un automobiliste alerta le bureau du shérif du comté de Contra Costa depuis une station-service située à 2 miles de la propriété des Guerredo.
Il affirmait y avoir vu une jeune fille ressemblant trait pour trait à G, qui fixait un poster d'elle-même. Il la vit ensuite partir dans une grande camionnette jaune, le même véhicule retrouvé plus tard chez les Guerredo. Quand les policiers arrivèrent, la camionnette, la fillette et l'appelant avaient disparu. Le témoin n'a jamais été identifié et l'affaire fut classée. Ce simple appel aurait pu mettre fin à 17 années de souffrance. En juin 2002, les pompiers d'Antioche intervinrent pour secourir une mineure se plaignant d'une épaule blessée dans la piscine de la résidence des Guerredo. Cette information ne fut jamais transmise au bureau de probation de Philippe, qui n'avait aucune mention d'enfant vivant à cette adresse. Plus grave encore, en 2006, un voisin appela le 911 en signalant la présence de tantes dans le jardin, abritant des enfants, et décrivant Philippe comme psychotique et sexuellement déviant. Un adjoint du shérif se rendit sur place, parla 30 minutes avec Philippe sur le pas de sa porte, puis repartit après lui avoir simplement signalé des irrégularités de code pour habitation extérieure. Lors d'une enquête ultérieure, on apprit qu'un agent de probation avait croisé une fillette de 12 ans chez les Guerredo, mais s'était contenté d'accepter l'explication de Philippe selon laquelle elle était la fille de son frère, sans jamais vérifier. Un simple appel téléphonique aurait révélé que le frère n'avait aucun enfant. Ces manquements ne relevaient pas d'une simple bureaucratie laxiste. Ils témoignaient d'une défaillance systémique dans la surveillance d'un délinquant sexuel dangereux. Philippe Guerredo aurait dû rester sous haute surveillance, au lieu de quoi il se dissimula en plein jour. Plusieurs visites de la police à la résidence des Guerredo n'inclurent jamais une inspection approfondie du jardin, là où G était emprisonné. Ils n'eurent jamais détecté la présence de JC ni de ses enfants dans les zones qu'ils avaient fouillées. Plus étonnant encore, personne n'a relié l'enlèvement de Catherine Callaway en 1976 à South Lake Tahoe par Philippe à la disparition de JC en 1991 dans la même région. Ce lien géographique aurait dû faire de Philippe un suspect de premier ordre dès le départ. Au fil des années, l'histoire de JC s'effaça des gros titres, mais sa famille ne cessa jamais d'espérer. Ils continuèrent à célébrer chaque anniversaire par des veillées aux chandelles, à distribuer des tracts et à croire qu'un jour Jassy rentrerait chez elle. Ils ignoraient qu'elle vivait à peine à 200 kilomètres de là, élevant 2 enfants dans une prison de fortune, tandis que ses ravisseurs prenaient de plus en plus d'audace dans leur rapport avec le monde extérieur. En 2009, la dynamique du foyer Gériot avait évolué au point de devenir presque méconnaissable par rapport au crime originel. JC, désormais âgé de 28 ans, avait passé plus de la moitié de sa vie en captivité. Ses filles avaient 15 et 11 ans, les mêmes âges que Jassy lorsqu'elle avait été enlevée. Les Gériot se croyaient désormais à l'abri. Ils avaient maintenu leur secret pendant 18 ans, survécu à de multiples visites des forces de l'ordre et conservé la façade d'un foyer ordinaire. Philippe était même allé jusqu'à associer JC à son imprimerie installée sur la propriété. Elle travaillait comme graphiste pour des clients qui ignoraient qu'il traitait avec une victime d'enlèvement. L'un d'eux, Ben Dodrill, déclara plus tard avoir eu plusieurs échanges téléphoniques avec Jassy et avoir jugé son travail excellent. Pendant cette période, Jassy disposait de lignes téléphoniques professionnelles et d'une adresse e-mail. Elle aurait pu demander de l'aide, contacter les autorités ou sa famille. Mais les chaînes psychologiques forgées en 18 ans de captivité étaient plus solides que n'importe quelle contrainte physique. La liberté lui paraissait plus effrayante que la prison. Les enfants, quant à elles, étaient parfois aperçus par les voisins jouant dans le jardin. Elles avaient l'air en bonne santé et se comportaient normalement. Des témoins déclarèrent plus tard que Jassy répondait parfois à la porte d'entrée lorsque des visiteurs venaient, sans jamais laisser entrevoir le moindre problème, ni chercher à appeler à l'aide. Cette normalité apparente témoignait de l'insidieuse puissance de la manipulation psychologique à long terme. Jassy avait bâti une cellule familiale fonctionnelle au sein même de sa détention. Une famille fondée sur le mensonge et entretenue par la peur. La confiance excessive des Gériot allait pourtant causer leur perte. Poussé par ses délires mégalomanes et ses obsessions religieuses, Philippe en vint à croire qu'il avait été choisi par Dieu pour une mission particulière. Il voulut partager ses révélations avec le monde, notamment sa prétendue découverte d'un remède contre les déviances sexuelles.
Son délire le poussa à prendre des risques de plus en plus inconsidérés. Il commença à se montrer en public avec les filles de JC, les présentant comme ses propres enfants et lui-même comme un homme rédempteur. Les fillettes, n'ayant jamais connu d'autre vie, se prêtaient sans question à ses apparitions. Le comportement de Philippe durant ses sorties était erratique et attirait l'attention. Il parlait de révélation divine et clamait détenir un savoir crucial sur la maîtrise des pulsions humaines. Pour les observateurs, c'était un homme au bord de la crise, accompagné de deux petites filles, pâles et soumises, visiblement détachées de leur environnement. C'est cette combinaison, la folie grandissante de Philippe, son besoin de reconnaissance publique et l'attitude étrange des enfants, qui fit enfin vaciller l'édifice de mensonges. Le 24 août 2009, Philippe prit une décision qui allait mettre fin à la captivité de JC. Il se rendit sur le campus de l'Université de Californie à Berkeley, accompagné des filles de JC, avec l'intention de promouvoir son programme God's Desire. Mais il ignorait que sa condamnation passée comme délinquant sexuel et sa situation actuelle en liberté conditionnelle fédérale le rendaient facilement repérable dès qu'on se penchait sur son dossier. Son comportement paranoïaque et l'attitude anormale des enfants attirèrent immédiatement l'attention de la sécurité du campus. Lorsqu'il s'adressa à Lisa Campbell, responsable des événements spéciaux, pour obtenir l'autorisation d'organiser une manifestation, elle fut troublée par son attitude erratique et le mutisme des fillettes. Quelque chose dans cet échange la dérangea suffisamment pour qu'elle lui demande de revenir le lendemain pour un rendez-vous formel. Cette simple demande de report allait être le fil qui, tiré, dénouerait 18 ans de mensonges savamment tissés. L'officier Ali Jacobs procéda à une vérification de routine et découvrit ce qui aurait dû être révélé des années auparavant. Cet homme qui parlait de rédemption et d'inspiration divine était un délinquant sexuel enregistré, en liberté conditionnelle fédérale pour enlèvement et viol. Le lendemain, lorsque Philippe revint avec les deux filles, l'officier Jacobs était prête. Elle remarqua que les enfants paraissaient privés de lumière, et leur comportement lui sembla hautement suspect. Plus important encore, elle comprit que la présence de cet homme avec des mineurs sur le campus constituait une violation de ses conditions de libération. Elle alerta alors le bureau de la probation, laissant un message détaillé sur ses inquiétudes. Cet appel déclencha une chaîne d'événements qui libéra enfin JC. Pourtant, alors que le filet se resserrait sur les Gériaux, Jassy elle-même s'avéra être le plus grand obstacle à son propre sauvetage. Après 18 ans de captivité, elle avait développé une forme de loyauté féroce envers ses ravisseurs, un phénomène psychologique complexe qui fascina et troubla ceux qui tentaient de comprendre son calvaire. L'agent de probation Edward Santos Jr. reçut le message vocal de l'officier Jacobs au sujet du comportement suspect de Philippe sur le campus de Berkeley. Santos, qui supervisait Philippe depuis des années et se rendait régulièrement à la propriété d'Antioche, n'avait jamais rien décelé d'anormal. Le signalement de Berkeley changea tout. Santos et un collègue se rendirent chez les Gériaux le soir même. Ils trouvèrent Philippe au domicile familial, en compagnie de sa femme Nancy et de sa mère âgée. Les agents menottèrent Philippe et fouillèrent la maison, mais ne découvrirent aucune trace des deux fillettes signalées sur le campus. Interrogé, Philippe prétendit qu'il s'agissait des filles d'un proche parent et qu'il avait l'autorisation de leurs parents de les emmener à Berkeley. Cette explication aurait dû être vérifiée aussitôt. Pourtant, les responsables de sa probation, à l'instar des forces de l'ordre depuis 18 ans, se bornèrent à lui faire confiance sans enquêter. Les violations de ces conditions de libération étaient pourtant évidentes et graves. Il n'avait pas le droit de côtoyer des mineurs sans autorisation, et Berkeley dépassait largement le rayon de 40 km qui lui était imparti. Ainsi, un simple rendez-vous reporté et une vérification de routine permirent enfin de mettre au jour le secret des Gériaux et de ramener JC chez elle, après 18 ans d'un supplice inimaginable. Plutôt que de considérer ces violations évidentes, les agents reconduisirent Philippe chez lui en lui demandant simplement de se présenter le lendemain au bureau de probation pour un entretien complémentaire. Cette décision fut ensuite critiquée comme une nouvelle occasion manquée de mettre fin plus tôt à la captivité de JC. Si, cette nuit-là, les agents avaient de fouiller minutieusement la propriété, y compris les zones arrière dissimulées,
Ils auraient pu la libérer 18 heures plus tôt. Le lendemain matin, le 26 août 2009, Philippe se présenta bien au rendez-vous du bureau de probation de Concord, Californie. Mais il n'était pas seul. Nancy, les deux jeunes filles, aperçues à Berkeley, et une femme qu'il présenta sous le nom d'Alyssa, l'accompagnaient. L'agent chargé de l'entretien, méfiant devant cette mise en scène, décida de séparer Philippe des femmes et des enfants afin de les interroger individuellement. Cette précaution allait se révéler déterminante pour mettre fin à 18 ans de mystère. Quand on interrogea seule celle qui se faisait appeler Alyssa, elle maintint son mensonge, mais montra rapidement de signes de stress extrême. Elle affirma que les fillettes étaient ses propres filles et qu'elle fuyait depuis le Minnesota, un mari violent. Son récit était contradictoire, son comportement de plus en plus agité. L'agent insista pour obtenir des détails de base, des informations personnelles auxquelles toute personne devrait pouvoir répondre sans difficulté. Alyssa se raidit, devint défensive et exigea de savoir pourquoi on l'interrogeait. Plus les questions se succédaient, plus elle s'accrochait à son identité factice. Les deux fillettes, de leur côté, répétèrent à l'identique les affirmations de leur mère. Philippe serait un homme transformé, excellent avec les enfants. Leurs réponses sonnaient comme des phrases apprises par cœur. L'agent, sentant que quelque chose clochait, appela les policiers de Concorde à l'aide. Un sergent arriva et posa des questions plus ciblées. La façade soigneusement entretenue depuis 18 ans commença à se fissurer. Confronté aux menaces de conséquences graves, Philippe prit finalement la décision qui mettrait fin à la supercherie. Il confessa au sergent qu'il avait kidnappé et violé la femme présentée comme Alyssa. À cet instant, pour la première fois en 18 ans, J.C. Lee Dugard prononça son vrai nom. Le moment fut à la fois triomphal et déchirant. J.C. Lee Dugard, cette fillette de 11 ans en tenue rose qui avait disparu en allant attendre le bus scolaire, était enfin libre. Mais la femme qui se tenait là, dans ce bureau de probation, ne ressemblait plus du tout à la petite fille qu'on avait enlevée. Elle avait 29 ans, 2 adolescentes pour filles, et avait passé plus de la moitié de sa vie en captivité. Au lieu de soulagement immédiat, la première réaction de Jessie fut la peur. Elle redoutait qu'on lui enlève ses enfants, que cette famille de fortune qu'elle avait bâtie en captivité soit détruite par sa libération. Pendant 18 ans, les Jericho avaient en été la seule famille que connaissaient toutes ses filles. Un agent spécial du FBI organisa un appel téléphonique entre Jessie et sa mère, Terry Probyn. C'était une conversation dont chacune rêvait depuis 18 ans, mais qui dépassait leur pire cauchemar. Terry n'avait jamais imaginé revoir sa fille en tant que maman, ni qu'elle devrait désormais partager son affection avec d'anciens ravisseurs. Les Jericho furent immédiatement arrêtés et inculpés pour enlèvement et viol. Tandis que les autorités célébraient la résolution de l'une des affaires de disparition les plus célèbres des États-Unis, elles comprirent vite que la libération de J.C. n'était qu'un nouveau chapitre complexe. Ce premier appel entre J.C. et sa mère, 18 ans dans l'attente, révéla des réalités imprévues. La voix de Jessie était devenue grave et éloignée. Lorsqu'elle évoqua ses filles, Terry réalisa qu'elle recevait aussi ses petites filles qu'elle n'avait jamais connues. La réunion du 27 août 2009 fut tout à la fois joyeuse et bouleversante. Terry imaginait ce moment depuis des années, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il serait si chargé d'émotions. Jessie était devenue une femme dont la vie entière échappait à tout ce que sa mère pouvait deviner. Les deux adolescentes, 15 et 11 ans, rencontraient leur grand-mère pour la première fois. Jusqu'alors, Nancy avait été leur maman et Jessie leur grande sœur. Apprendre que Jessie était leur mère et que Philippe était à la fois leur père et leur ravisseur fut un choc dont il leur faudrait des années pour se remettre. Jessie obtint la garde de ses filles, mais la transition vers la liberté fut loin d'être simple. Les adolescentes pleurèrent l'arrestation de leur père, véritable unique figure paternelle qu'elles avaient connue, dans un foyer où l'abus était banalisé et où leur histoire vraie leur avait été cachée. La réaction du public mêla célébration et incompréhension. Comment une victime pouvait-elle défendre ses bourreaux? Pourquoi n'avait-elle pas cherché à s'échapper pourtant si d'occasion? Les dynamiques psychologiques d'une captivité de longue durée défiaient la compréhension. Certains évoquèrent le syndrome de Stockholm, où les otages développent des sentiments positifs pour leurs ravisseurs. Mais J.C. rejeta catégoriquement cette étiquette. Dire que j'ai souffert d'un syndrome de Stockholm suppose que,
Brisés par la terreur et les violences, les otages développent des affections pour leurs bourreaux. C'est dégradant de laisser croire à ma famille que j'étais amoureuse de mon ravisseur et que je voulais rester avec lui. Son explication fut plus simple et plus poignante. Je me suis adapté pour survivre à ma situation. Pendant 18 ans, elle avait fait tout son possible pour rester en vie et protéger ses enfants. Cette loyauté apparente envers les Gériot ne révélait pas une défaillance psychologique, mais la force et la détermination d'une femme prête à tout pour survivre.